Bienvenue dans mon podcast Bloc-Notes. Alors, dans l'épisode Être de partout et de nulle part à la fois, j'ai parlé de ma propre richesse culturelle. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie de parler de comment je transmets ça à mes filles, pourquoi c'est important pour moi et aussi ce que j'apprends du côté de leur père. Je suis moi-même mélangée en culture, mais bon, ça ne se voit pas forcément dans ma couleur de peau, donc c'est vrai qu'avoir des enfants métis m'a fait expérimenter certaines choses, des situations pas toujours agréables en tant que mère, mais aussi en tant que spectatrice de ce que peut ressembler leur futur malheureusement. Nous les parents, on protège jusqu'à un certain moment, mais on ne peut pas protéger de tout. C'est pour ça que je dis le mot malheureusement, après ça ne veut pas dire que je pense que voilà, quand t'es métisse, tu vis forcément que des choses comme ça. C'est pas du tout ce que je veux dire par là. Mes filles, elles sont brésiliennes et espagnoles de mon côté et elles sont aussi bushinanguées du côté de leur père. Je vais pas forcément citer la Guyane. Bon, déjà, j'en ai une qui est née en Guyane et l'autre en France métropolitaine. Mais ouais, pourquoi je cite pas c'est parce que je pense que vraiment, je crois plus en la transmission de culture qu'au pays de naissance. Et en plus, j'en parle aussi dans l'épisode que j'ai cité. Du fait que parfois on peut être guyanais sans connaître son histoire, donc voilà, ça peut ne rien vouloir dire de dire que voilà, je suis née à tel endroit, alors que tes parents ne viennent pas du tout de là. Et en plus, être bushinangué, c'est vraiment, c'est déjà être guyanais, je trouve, même si ça reste un peu tabou de le dire, et que c'est une culture qui essaie encore d'être reconnue par la population guyanaise, et donc aussi par la population française. En tout cas, voilà, bon, sans trop tarder, j'aimerais vraiment directement aborder tout ça et parler de mes erreurs à moi aussi et les préjugés que j'ai pu avoir. Pourquoi transmettre ? Alors, pour moi, transmettre, c'est vraiment la base de la parentalité. On va commencer par là. On transmet quand on éduque, on transmet quand on apprend à nos parents à être autonomes. Il y a des choses qu'on va transmettre indirectement, consciemment, inconsciemment. Il y a même des traumatismes qu'on va les transmettre. Et, euh, et voilà, donc effectivement, il y a une transmission beaucoup plus profonde quand on parle de culture, quand on parle de langue et de notre histoire. Et quand je dis histoire, je ne parle pas seulement de ce qu'on apprend à l'école, mais de celle de nos anciens, de nos grands-parents, ce qu'ils nous racontent, ce qu'ils ont vraiment vécu, ce qui a vraiment existé et ce qui n'est pas juste écrit dans un livre. Moi, je veux vraiment que mes filles, elles connaissent mes cultures, mais aussi celles de leur père. Je veux qu'elles sachent d'où elles viennent, qu'elles soient à l'aise partout, que ce soit au niveau de leur famille, qu'elles soient à l'aise chez la famille du papa, qu'elles soient à l'aise chez la famille de ma mère, qu'elles soient à l'aise chez la famille de mon père, qu'elles aient pas cette chose, ce blocage, qu'elles soient ouvertes d'esprit et qu'elles soient fières de porter plusieurs héritages, plusieurs histoires, plusieurs vécus. Et parce que voilà, en fait, l'histoire, c'est vraiment juste une question de point de vue. Et je trouve que plus tu as de points de vue, plus tu es ouvert d'esprit, plus tu deviens riche et plus tu deviens libre aussi, d'une certaine façon. Pourquoi transmettre aussi la culture de leur père ? Bon, pour moi, il est logique que le père de mes filles, c'est le père de mes filles, donc pourquoi je transmettre les miennes et pas les siennes ? Vraiment, je pense que même si, par exemple, je n'étais pas avec le père ou qu'il n'avait pas assumé mes enfants, j'aurais fait avec le peu que je peux, j'aurais fait en sorte de transmettre quelque chose. Avec le peu que je peux, avec le peu que je sais que j'aurais essayé de leur transmettre quand même un peu leur culture, la culture de leur père. Parce que pour moi, c'est important. Je sais ce que c'est quand il y en a une qui est plus transmise que l'autre. Même si c'est pas voulu, même si c'est inconsciemment. Je sais ce que ça fait de ne pas se sentir à l'aise et tout. De ne pas se sentir soi. Et de plus se sentir de partout que d'ici. Donc du coup, c'est important pour moi qu'elles connaissent aussi la culture de leur père. Et comme il est bushinangué, bah, c'est quand même quelque chose d'essentiel qu'elles sachent d'où elles viennent et qu'elles connaissent cette véritable histoire. C'est une culture quand même qui a gardé vivante ses traditions, ses rituels. Ça se transmet encore aujourd'hui et ça, c'est vraiment c'est une vraie richesse. C'est quelque chose qu'on a décidé ensemble avec le papa de transmettre. D'ailleurs, en novembre, on fera un épisode pour en parler à deux, du couple, des différences culturelles, mais aussi de notre rôle de parents. Parce que forcément, si on parle de notre couple, on va parler de notre parentalité aussi.
Et puis voilà, avec mes filles, je sais que je parle en français. Donc français, c'est vraiment la première langue que je vais utiliser avec mes filles. Ensuite, il y a le portugais et il y a aussi la langue de leur père. Et même si la langue de leur père n'est pas forcément parfaite puisqu'il est mélangé lui-même, voilà, pour ceux qui ne savent pas, Bushinangui, c'est une communauté, mais dans cette communauté, il y a plusieurs groupes et tous ces groupes ont leurs langues qui sont très ressemblantes, mais qui ont quand même des mots très différents. Enfin, voilà. Donc voilà, sa langue à lui n'est pas forcément parfaite puisqu'il est lui-même mélangé, mais je pense que c'est pas ça. Enfin, c'est pas important que ce soit parfait. L'important, c'est vraiment que la langue, elle continue à vivre, qu'elle ne se perde pas et que les traditions, elles perdurent. Je veux que mes filles, elles me voient apprendre aussi parce que du coup, j'ai dû apprendre pour les transmettre ça. Et je pense que même en couple, bon, on en parlera dans l'épisode prévu, mais même en couple, c'est important de connaître la culture de l'autre pour le comprendre. Et je pense que transmettre aussi une langue, ta langue à ton partenaire, c'est fabuleux, c'est moins gênant aussi quand tu vas chez la famille. Enfin, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles transmettre la langue, c'est bien, tant pour toi, c'est comme pour tout le monde finalement. Et voilà, je veux qu'elle soit fière de ça, je veux qu'elle ait un exemple de curiosité, la curiosité que moi je peux avoir, l'ouverture d'esprit que je peux avoir. Je veux qu'elle l'ait aussi, je veux qu'elle soit fière d'être tout ça à la fois et qu'elle porte cette force immense qui est en elle. Et voilà. Mais alors, quelles sont les mauvaises expériences que j'ai vécues? Puisque là, c'est très positif, c'est très joli, mais il y a bien des mauvaises expériences. Donc voilà, déjà que c'est pas évident pour les Français d'accepter qu'un Guyanais, c'est aussi un Français. Comment expliquer que mes filles, riches en culture, soient françaises? Comment expliquer que leur couleur de peau, elle les définit autant qu'elle ne les définit pas? Comment expliquer qu'être noir, ce n'est pas forcément être étranger? Comment expliquer que dans ma famille, il y a aussi des personnes noires, métisses, blanches, ou qui ont juste des cheveux bouclés et crépus? C'est compliqué, c'est vraiment compliqué, parce que quand tu es un enfant métis, ça va se voir d'une façon ou d'une autre, physiquement ou pas, et il faut répondre à beaucoup de questions, de questions indélicates, beaucoup de questions pas forcément agréables, beaucoup de questions de curiosité. Et je voudrais commencer par les cheveux. Mes filles, bon, ma petite, je sais pas, ça boucle, mais c'est pas encore ça. Mais ma grande fille, je vais plus parler pour ma grande. Je trouve que c'est un complexe, les cheveux bouclés. Je trouve que c'est encore un problème social qui est encore en évolution. Et même si ça a l'air d'être une mode, la société, elle a encore du mal à accepter les cheveux bouclés tels qu'ils sont vraiment. Parce que je suis désolée, mais les cheveux bouclés parfaitement, pour moi, ça n'est pas ça. Pour moi, assumer vraiment les cheveux bouclés, c'est assumer les boucles pas toujours bien formées, accepter les parties moins bouclées et tout ce qui fait partie de cette chevelure finalement. Après, libre à n'importe qui de porter, coiffer ou pas ses cheveux, mais voilà, il faut vraiment miser sur la réalité pour que ça soit normalisé. Parce que on a beau normaliser les cheveux bouclés très jolis, très formés, très parfaits, mais pourtant on ne normalise pas quelqu'un qui n'a pas envie de démêler ses cheveux, qui veut juste faire un chou. Et c'est vraiment chiant, surtout quand c'est des enfants, parce que c'est nous les mamans qui écoutent et qui peuvent se sentir coupables de ne pas avoir bien fait alors qu'il n'y a rien de bien ou pas bien fait. C'est les cheveux de ton enfant et c'est comme ça. Ensuite, pourquoi je dis que c'est quelque chose qui est encore en évolution? Tout simplement parce que les propres personnes qui ont ce type de cheveux peuvent avoir du mal avec ça et que j'ai déjà eu des remarques de la famille paternelle de mes filles, donc qui ont la plupart des cheveux crépus, sur le fait que voilà, je ne coiffais pas ma grande, pourquoi je ne l'ai pas coiffée, ils sont lâchés ou alors ils sont démêlés, enfin voilà. Et en fait, c'est ses cheveux, mais quand tu vois que ça vient pas que des gens qui n'ont pas les mêmes cheveux, tu te dis ok, en fait c'est une lutte qu'on devrait tous avoir, même quand c'est nous qui portons ce genre de cheveux. Parce que je précise quand même, mes cheveux ils sont lisses, donc je n'ai jamais connu ce genre de problème.
Et c'est vraiment dommage qu'on puisse penser que ça n'est pas beau ou pas classe ou pas propre, alors qu'ils sont magnifiques et qu'ils sont juste comme ça. C'est vraiment dommage de voir des gens qui ont les cheveux bouclés, crépus, ou en tout cas pas lisses, penser ça de leurs propres cheveux et ne pas se rendre compte. Et ne pas se rendre compte aussi qu'ils vont faire des choses pour camoufler ses cheveux alors qu'on devrait rien camoufler du tout. Voilà, on ne devrait vraiment rien camoufler du tout. Comme je vous ai dit, mes cheveux ils sont lisses et je n'ai jamais été confrontée à être... on n'a jamais fait de remarques sur mes cheveux, pourtant ils ont vraiment une longue histoire. J'ai déjà eu les cheveux longs, très très courts, colorés, etc. Mais je n'ai jamais eu de remarques, si ce n'est que des compliments ou des opinions avec respect, du genre, voilà, je préférais la couleur d'avant, ou je te préfère les cheveux longs, ou je te préfère les cheveux courts. Mais pas de moquerie, rien, pas de remarques du genre, t'es pas coiffé, c'est bizarre, ils sont pas bien, rien. Même pas de spéculation sur mon orientation sexuelle, enfin, il n'y a même pas eu des choses de ce genre. Enfin bref, nada. Pourtant, des assistantes sociales en France métropolitaine m'ont déjà fait remarquer que la coiffure que j'avais fait sur ma fille, qui était une couette, voilà, moitié de la tête, c'était une couette, elle m'avait fait remarquer que c'était peut-être douloureux pour ma fille d'avoir coiffé ses cheveux. Et j'étais surprise parce que je leur ai pointé une autre petite fille aux cheveux lisses qui avait exactement la même coiffure. Voilà. Et bon, elles étaient bouche bée, mais j'étais un peu en mode... voilà, je veux pas faire du mal à ma fille, je fais ce que je veux dans tous les cas. Avec ma fille, tant que c'est pas de la violence, je vois pas ce qu'il y a comme souci. Et en plus, tu fais des propos un peu... Enfin, je trouve que c'était un préjugé sur le fait que, voilà, les noirs ont tendance à coiffer, à serrer, etc. On va pas se mentir, on va pas passer par quatre chemins. Alors que là, j'avais juste fait un chou. Voilà, et la fille d'à côté avait exactement la même coiffure. Et c'est tellement énervant parce que, enfin, déjà en tant que mère, de se faire remarquer pour quelque chose, sachant qu'on fait ce qu'on peut et qu'on fait ce qu'on veut de nos enfants. Mais si en plus on te juge selon un type de cheveux alors que l'autre type de cheveux a droit à tout, c'est compliqué. Les personnes qui font ça ne se rendent vraiment pas compte qu'elles n'affectent pas l'enfant en question, mais le parent. Et que c'est quelque chose de très grave. Et moi, je ne suis plus retournée à cet endroit. Et pourtant, ma fille, elle s'y sentait très bien. C'était une PMI. Elle voyait d'autres enfants. Mais j'en ai plus envie parce que je ne suis pas à l'aise. Et je pense pas que ma fille, elle serait à l'aise le jour où elle comprendrait ce qu'on peut lui dire si un jour je ne suis pas là. Donc voilà, ça m'a plus donné envie de fréquenter cet endroit. Parce que tu n'étais pas obligé de parler des cheveux de ma fille. Tu n'étais pas obligé. Et je suis sûre aussi que si j'y étais allée en lâchant les cheveux de ma fille, elle serait bien trop, entre guillemets, décoiffée pour eux, bien trop imposante. Et ça, les gens, ils ne veulent pas le dire, ils veulent pas l'avouer, mais c'est bien vrai. Ensuite, concernant leur couleur de peau. Dans ma famille brésilienne, c'était la préoccupation de tous. Quelle couleur aura-t-elle ? Donc là, encore une fois, je parle de ma première fille. Lorsque j'ai accouché du coup de ma première fille, j'étais choquée par cette préoccupation. Parce que moi, je m'en foutais de la couleur qu'elle pouvait avoir ou pas. C'était ma fille et un point, c'est tout. Je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de mauvais de se préoccuper pour ça. Je pense pas... Enfin, je peux pas dire que c'était avec une mauvaise intention, mais mon ressenti n'était pas très positif. J'avais vraiment l'impression que sa couleur était plus importante qu'elle. Et même si ça fait partie du fait d'être métisse, c'est vraiment dommage qu'il soit accueilli comme ça. Et même nous, pour nous, les mamans qui venons d'accoucher, on a les hormones et tout. C'est vraiment dommage que on soit aussi préoccupé par qu'est-ce qu'elle va devenir, comment elle va être, est-ce qu'elle va ressembler à nous, est-ce qu'elle va ressembler à eux, est-ce qu'elle aura les cheveux bouclés, est-ce qu'elle aura les cheveux lisses. Alors que c'est une enfant comme une autre. Et que si elle était totalement noire ou totalement blanche, on se poserait pas de questions, tout simplement. Donc c'est très dommage. Mais ouais, voilà, j'ai pas non plus eu trop de mauvaises expériences. Ou alors quand j'en ai eu, je ne prêtais pas attention parce que je pense que comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait partie du métissage d'entendre ce genre de choses.
d'être observé, d'être préoccupé par des apparences, par des choses qui surviennent tout d'un coup. Et je dirais que ça, c'est vraiment le plus dur lorsqu'on est parent d'enfants métis. Parce que les gens, ils savent pas trop où placer ton enfant. Et je pense que même quand ils grandissent, ils savent pas trop où se placer. Et je le vois rien que dans mes mélanges à moi, qui ne sont pas forcément des mélanges de couleurs, ou en tout cas, je ne suis pas sortie avec une couleur très différente de mes parents. Parce qu'encore une fois, je pense qu'on oublie souvent que la couleur que tu peux avoir ne te définit pas, les cheveux ne te définissent pas. Elles racontent une histoire, mais elles ne te définissent pas. Dans ma famille brésilienne, j'ai beaucoup de cousines qui sont très très blanches. Qui sont très très blanches tout court, j'allais décrire et tout. On parle de la couleur de peau. Et qui ont les cheveux très bouclés, plus bouclés que ma propre fille. Et pourtant, ma tante n'est pas plus noire que le père de mes enfants, enfin voilà quoi. Ou pas plus noire que ma mère. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire attention, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Le monde aujourd'hui, il est métis, il est mélangé. Et si tu veux poser une question, pose-la directement. Mais ne passe pas par quatre chemins. Ou ne juge pas. Ne juge pas à première vue parce que à première vue, ça ne veut rien dire. Voilà. On est tous un peu mélangés. On a tous une histoire. On a tous un arrière-grand-père. On a les yeux de l'arrière-grand-père. Voilà, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Et je pense que c'est là où les gens, ils sont dans cette situation où ils ne savent pas comment poser la question. Et ça, encore une fois, ça fait partie de ma richesse culturelle à moi, d'avoir cette ouverture d'esprit, de comprendre que ça peut ne pas être facile. Mais c'est autant une richesse comme une difficulté parfois. Parce que t'as beau être ouvert d'esprit, t'aimerais bien que les autres aussi ils aient une ouverture d'esprit. Et c'est pas toujours... Enfin, tu vas pas toujours croiser des gens qui ont cette ouverture d'esprit ou qui ont autant de mélange que toi. Ou qui pensent ne pas avoir autant de mélange que toi. Mais ouais, c'est compliqué. C'est pas facile. La preuve que ce n'est pas facile, c'est que même moi qui suis ouverte d'esprit, j'ai fait des erreurs. En fait, la communauté Bushinagi, elle est très conservatrice dans leur tradition. Elle n'expose pas forcément ses croyances, ses idées, ses pratiques, je trouve. Voilà, c'est une opinion personnelle. J'avais aussi beaucoup de préjugés sur certaines de leurs pratiques. J'étais convaincue que leurs bains basés de plantes étaient forcément pour des bains spirituels. On en parlera en détail dans l'épisode avec le papa concernant quelques pratiques, qui sait. Mais voilà, sinon faites vos recherches. Hein, si vous n'êtes pas guyanais, faites vos recherches. Comme ça, vous allez savoir que les Bushinagi sont aussi français que vous. Enfin bref. Et du coup, l'expérience que j'ai eue, à cause de ce préjugé et du manque de communication aussi, c'est que j'ai été chez la mamie paternelle avec notre première fille. Et je me rappelle que son papa disait ma mère, elle voudrait la laver. Et moi, je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci. Mais moi, je pensais que c'était dans le sens, c'est la mamie, elle veut lui donner des bains, mais pas des bains basés de plantes, des bains normaux. Et en fait, c'était pas des bains normaux, mais je l'ai su 3 jours après parce que je suis passée en même temps qu'elle faisait un bain à ma fille. Et le bain, il était d'une certaine couleur avec des herbes et tout. Et je me suis dit, mais c'est quoi ça ? Ne me dis pas qu'elle fait un bain spirituel à ma fille qui vient à peine de naître. Et j'ai réagi très, très impoliment. J'ai vu qu'elle était très perdue parce qu'elle pensait vraiment que ça avait été communiqué. Et je pense qu'en vrai, il me l'avait communiqué. Quand il m'avait expliqué un peu sa culture, qu'il m'avait expliqué que c'est vrai. Enfin, c'est vrai, il m'avait dit qu'il n'y avait pas que des bains spirituels. Mais je pense que j'avais oublié. Je pense qu'en vrai, sur le moment, j'étais en mode protectrice pour mon enfant. Et que je voulais juste m'assurer que c'était pas ça. Parce que le fait qu'il me l'ait pas dit, oui, tu sais, Laïa, les bains que je t'ai dit, voilà, c'est ça qu'elle va faire. Je pense que ça m'aurait rassurée s'il m'avait parlé comme ça. Mais comme ça n'avait pas été fait, j'ai directement été sur le préjugé. Et donc voilà, j'ai appris qu'en fait, c'était un bain normal qu'on faisait aux enfants, aux bébés, jusqu'à un certain âge.
pour les rendre plus forts, pour leur donner plus de vitalité, plus de force aussi au niveau des maladies, pour être tout simplement pour leur santé en gros, et physique ou même juste immunitaire et tout. Et c'était trop tard, j'avais déjà été impolie avec ma belle-mère, j'avais déjà été désagréable, j'avais déjà été sur la défensive. Et tout ça, c'était causé par un préjugé que j'avais de cette pratique. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est important de communiquer quand on est en couple, c'est important de bien faire comprendre à la personne qu'il y a ce que les gens disent et il y a la réalité. Et malheureusement, les Bushinagi ici en Guyane, ils sont très très... comment dire ça, stigmatisés, et donc c'est compliqué de vraiment savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, etc. Et je pense aussi que nous les Guyanais qui ne sommes pas forcément Bushinagi, on a de la difficulté à demander aussi parce que voilà, moi je sais que j'ai vécu je sais c'est quoi l'époque où vraiment les Bushinagi on les mettait un peu sur le côté, on avait des préjugés, on avait voilà. On va pas se mentir, on va pas passer par quatre chemins. Heureusement que c'est du passé et qu'aujourd'hui on a Sabiboto qui, sur Instagram, qui nous transmet un peu ses connaissances à elle, parce qu'elle aussi elle apprend. Elle est Bushinagi, elle en sait beaucoup plus que moi, mais je pense qu'elle aussi elle apprend tout le temps, surtout maintenant qu'elle s'investit vraiment à apprendre des choses, à arrêter de réciter ce que les gens ont écrit et vraiment réciter ce que les anciens parlent. Voilà, donc heureusement que maintenant on a elle et qu'on a les réseaux sociaux, et que je trouve, malgré toutes les choses négatives que je peux dire des réseaux sociaux, en ce moment avec les réseaux sociaux, on a cette opportunité d'être plus curieux et de pouvoir se documenter un peu plus sur certaines choses, notamment en Guyane. Ensuite, j'ai transmis aussi à mes filles, je transmets aussi à mes filles la curiosité. Pourquoi je disais ça tout à l'heure? Parce que ok, c'est vrai, il y a eu ça avec ma belle-mère. Donc le fait que j'ai jugé, j'ai cru que vraiment le bain c'était spirituel et tout, c'était à des fins, pour des fins spirituelles et tout. Eh bien, je sais très bien que quelques jours après, en fait ma mère elle m'avait appris à broder durant ma grossesse. Donc j'ai vu que dans leur culture ils aiment beaucoup faire de la broderie. Et je voyais que c'était vraiment quelque chose où les femmes étaient très investies, c'était plutôt les femmes. D'ailleurs, j'avais même demandé au père de mes enfants pourquoi t'en fais pas, pourquoi t'en as pas. Et il me disait que lui c'était un homme, donc c'était plus des choses de femmes. Et je me suis dit, tiens, je fais pas grand chose vu que la mamie s'occupait beaucoup de ma fille. Est-ce que je lui demanderais pas un tissu avec déjà un dessin inscrit dessus pour que j'essaye et qu'elle m'apprenne et qu'on puisse reconnecter ensemble, et qu'en plus de ça, j'apprenne quelque chose de leur culture et que je puisse le transmettre à mes enfants. Et c'est ce que j'ai fait. Et je peux vous dire que ma belle-mère, elle l'a montré à tout le village. Voilà. C'était une petite anecdote, mais oui, elle l'a montré à tout le village. Elle a vraiment, je pense que elle me l'a pas dit, mais elle l'a montré qu'elle a beaucoup apprécié mon envie de parler avec mes enfants dès leur jeune âge dans sa langue, dans leur langue, et de m'investir de poser des questions, de m'investir dans la couture, dans la broderie du coup. Et du coup j'ai fini une broderie et c'était très beau. Elle a montré à tout le monde, toute la famille était super contente, tout le monde était surpris que je sache le faire. Et ça a fait une connexion entre nous, et je pense que la transmission c'est ça aussi, c'est être curieux, c'est faire, c'est ne pas juger, c'est apprécier et se faire apprécier, parce que du coup je suis sûre que qu'elle a adoré ça et qu'elle a vu ça comme un geste vraiment incroyable. Et jusqu'à aujourd'hui, elle me pose encore la question de si j'ai fini un truc que j'ai pas fini depuis 2 ans, mais bon. Elle me pose la question sur ça, elle me demande si je continue, elle me demande si je parle toujours sa langue, et je vois bien que ma belle-mère est très préoccupée par la transmission au moins de la langue. Et je dis au moins parce que je sais qu'elle est au courant que je ne sais pas tout ce qu'ils font, je ne sais pas faire leur bain, je ne pourrais pas les transmettre toujours tout, mais je leur transmettrai ce que je peux, et je vois bien qu'elle le voit, et je vois bien que
ça la rend plaisir et ça lui fait plaisir parce que, on va pas se mentir, mes enfants sont métis, je ne suis pas de leur culture. Donc c'est quand même quelque chose qu'elle peut avoir peur. Je suis pas forcément sa fille. Enfin, c'est pas forcément. Je ne suis pas sa fille à elle. C'est l'enfant de son fils. Donc il y a une différence entre l'enfant de ta fille et l'enfant de ton fils. Et je comprends parfaitement que ça puisse la préoccuper. Je comprends parfaitement que ça lui fasse beaucoup de plaisir quand elle voit que je fais ce que je peux. Et c'est ça la transmission, c'est vraiment ça. Je vois aussi que dans la rue en Guyane, quand je parle la langue de mes filles, pour dire viens, ou pour dire attends, ou pour dire tiens, c'est quelques mots. Elles comprennent tout, hein, mais je leur parle quelques mots. Je veux quand même qu'elles sachent parler le français. Je vois bien que la communauté Bushinagé ne me voit pas avec un jugement. Ils ne se posent pas de questions, pourtant je suis pas forcément avec le père à côté de moi. Et qu'ils sont juste contents de savoir que je leur transmets ça. Et en vrai, je suis fière de moi-même. Mais je suis fière de moi-même dans le sens pas du tout arrogant, mais plutôt dans le sens où en fait tout ça vient vraiment de ma richesse culturelle. Ça vient vraiment de mon ouverture d'esprit. Et je suis sûre qu'il n'y a pas grand monde qui aurait fait ça, si ce n'est que des gens qui sont riches eux-mêmes en culture. Donc voilà, pour que ça répond vraiment à la question pourquoi je transmets, pourquoi c'est important, pourquoi il faut le faire, pourquoi il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode parce qu'il y a quand même beaucoup de choses où le papa il devrait rectifier ou intervenir ou rajouter. En tout cas, j'ai fait quand même un résumé un peu de ma façon de transmettre à mes filles, de vouloir aussi le faire et de réussir petit à petit à le faire. Et voilà, et de parler un peu aussi de leur culture. J'aimerais aussi pouvoir autant parler de la culture brésilienne et espagnole comme je parle de la leur. Mais je pense que oui, je pense que je vais le faire un jour quand je connaîtrai un peu plus le Brésil. Et parce que pour l'instant, j'ai des projets de connaître un peu plus ma culture brésilienne et pas que celle de ma mère. Quand je dis pas que celle de ma mère, c'est que le Brésil il est très grand. Donc même celle de ma mère, c'est un dixième de ce qu'il y a au Brésil. Mais j'ai prévu de faire des voyages avec mes filles, j'ai prévu d'en connaître un plus, d'en savoir plus, notamment spirituellement. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de choses que je m'identifie beaucoup à la communauté Bushinagé. Parce qu'au Brésil aussi, on a des choses qui viennent, qui descendent des descendants d'Afrique et tout. Et très spirituelles. Donc voilà, ma mère aussi, quand elle était jeune, au village, elle faisait beaucoup de pratiques de bains à base de plantes et tout. C'est juste qu'elle a perdu un peu ça parce qu'elle est allée dans la grande ville, comme je vous disais tout à l'heure, je pense. Je sais pas. Mais j'aimerais bien connaître un peu plus sur le Brésil et tout ça. Surtout que je pense que je m'identifie aussi un peu plus à toutes ces choses plutôt qu'aux Européens où vraiment je commence à avoir une image un peu différente. Non pas que je vois mon père, ça n'a rien à voir avec mon père, mais juste l'Europe en général. J'ai un peu marre de cette mentalité où l'Europe a tout conquis, l'Europe a tout inventé, l'Europe a tout fait. Et donc, avant de connaître l'Europe, j'aimerais connaître ces pays pas qu'on délaisse, parce que c'est pas vrai, on les délaisse pas, mais qu'on sous-estime peut-être. Après, je sais pas, là, c'est peut-être mon point de vue. Et je pense que je vais trop loin. Mais voilà. Gros bisous, je vais m'arrêter là.